Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 54e épisode de ce podcast dans lequel je vais vous parler de Mars sous différents points de vue, avec notamment le témoignage d'un Français actuellement en mission avec la NASA, où je vais vous faire visiter un institut du CNRS qui reproduit des étoiles et des planètes dans leur labo et où il sera question de réalité qui dépasse la science-fiction. Et si on commençait non pas par un tweet, mais par une revue de tweets pour rattraper tout ce temps passé entre l'épisode 53 et celui-là. Alors c'est parti, et c'est Neil deGrasse Tyson qui ouvre le bal en commentant la détection des ondes gravitationnelles. Je vous traduis, 1916, Einstein prédit les ondes gravitationnelles, 1917, il pose les bases du laser, 2016, on découvre les ondes gravitationnelles grâce à des lasers. Toute la beauté, toute la magie de la science et tout le génie d'Einstein, résumé en 140 caractères. Jamais perdu mon Neil deGrasse Tyson, sachez-le, ce gars-là est mon idole. Oui, voilà, je vous mets une petite photo de crâneuse, parce que ça me fait plaisir. Et concernant les ondes gravitationnelles, je ne vais pas m'étendre dessus dans cet épisode, parce que j'en ai fait une vidéo. Vous pouvez cliquer dans cette vidéo pour y accéder. C'est la magie de l'Internet. Deuxième tweet, le 23 février, Scott Kelly, qui était encore dans l'ISS, commençait une petite rétrospective. Alors là, on a un double Inception, Scott Kelly qui cite Scott Kelly, qui partage l'image de l'ISS de Gravity dans l'image de l'ISS de la vraie vie. Si vous écoutez ce podcast sans le regarder, je suis pas sûre que vous ayez compris grand-chose. Mais je vous assure, l'image est dingue. Et en parlant de Scott Kelly, quelques jours plus tard, le 2 mars au petit matin, heure française, il est revenu sur Terre avec Mikhail Kornienko et un troisième astronaute. La particularité des deux que j'ai cités étant qu'ils ont passé 1 an dans l'espace au lieu des 6 mois de mission habituelle pour préparer les voyages de longue durée vers Mars. Oui, on dirait pas sur la photo comme ça, mais en vrai, il y a une capsule spatiale avec 3 gars dedans, au bout du parachute géant au-dessus des nuages. Ensuite, ce tweet de Curiosity. Non, sérieux. Regardez bien. Bon, le gars à droite a été le responsable du développement de l'instrument franco-américain ChemCam, qui est l'instrument le plus important du rover, et il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le consul de France qui est à gauche. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là. Non mais, regardez sa cravate. Voilà, moi je dis oui, voilà, c'est un grand oui, je dis 1000 fois oui. Sérieux, si vous la trouvez quelque part, faites péter le lien, je veux la même et je vous jure que je la porterai quoi. Je pense d'ailleurs, messieurs, que si vous étiez plus nombreux à oser les cravates cosmiques, le monde serait plus beau, et recevoir la Légion d'honneur avec ça, moi vous savez quoi, ça m'émeut. Parce que le gars, qui a pas l'air d'avoir 20 ans, il a toujours 4 ans et demi dans sa tête, et ça me retourne complètement. Voilà, alors merci à lui, rien que pour ça. Monsieur, t'as trop le swag, voilà. Tout aussi mignon, finalement, ce tweet de Satkovsky qui dit qu'Isaac Asimov approuve ce push de l'Express. Et ce serait sans doute vrai, voici ce qu'il dit. Hawking et Zuckerberg s'allient à un milliardaire russe pour partir à la conquête des étoiles à l'aide de mini-vaisseaux. Quand ils ont annoncé ça, j'étais à l'aéroport de Toulouse où je venais de passer une journée dingue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est dire si je suis pas redescendue des étoiles tout de suite, du coup. Et c'est pareil, cette annonce-là, j'y reviendrai tout à l'heure. D'ailleurs, globalement, dans cet épisode, je vais beaucoup parler de trucs qui se passent réellement, mais qui ressemblent à de la science-fiction. C'est top. Bon, alors là, clairement, on est d'accord que si t'es la créatrice de ces robes à partir des images de Hubble et que je suis invitée, je ne sais pas, un jour, un machin chose où elles pourront être vues, n'hésite surtout pas à me prêter un modèle, Attends, avec plaisir. Je veux bien, faire la pub, y a pas de souci. Même la garder après, éventuellement. Voilà, si tu m'entends. Tweet suivant et dernier tweet de cette catégorie, Leonardo DiCaprio en visite à la NASA pour discuter de sciences de la Terre. C'est pas le comble du classe, ça, D'ailleurs, je me faisais la réflexion l'autre jour, alors rien à voir avec l'espace ou les sciences, pardonnez cette petite digression, mais DiCaprio, c'est quand même le gars qui a passé l'essentiel de sa carrière à mourir à la fin de ses films et à gagner un Oscar pour un film où il passe son temps à survivre. Il avait tout faux depuis le début, le gars. Bon, enfin, on est content pour lui, et si vous n'avez pas vu The Revenant, bon, c'est très long, mais c'est très beau. Mais c'est très long. Mais que la Terre est belle. Et rien que pour le dernier plan, ça vaut le coup de se taper tout ce qu'il y a avant. Non, vraiment, c'est le plus beau dernier plan de toute l'histoire du cinéma de pour toujours. Et puisqu'on parle cinéma, tiens, restons-y. Rubrique culture, avec la sortie du DVD de Seul sur Mars. Alors,
Oui, je sais, je suis à la bourre, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler, évidemment. Surtout qu'en fait, je devais déjà vous en dire 2 mots quand il est sorti au cinéma, mais comme j'étais sur le hors-série, sur l'exoconférence, je pouvais pas tout faire en même temps. Donc, il se trouve que la Fox m'a invité à une avant-première du film en septembre dernier, qui était suivie d'un débat avec 4 spécialistes et que je vous ai évidemment, et donc je vous ai évidemment ramené des images. Alors attention, passez les 10 prochaines minutes de cette vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. Voilà, alors dans l'ordre d'arrivée, vous verrez Michel Tonini, astronaute, Alain Souchier, président de l'association Planète Mars, Michel Rocard, responsable de l'exploration du système solaire au CNES, et Olivier de Goursac, qui a pas mal travaillé avec la NASA sur les missions martiennes. Je vous ai fait un petit montage de leurs interventions qui reviennent sur le film et qui ensuite élargissent aux futures missions habitées. Bon, alors par contre, j'étais en mezzanine, donc pas tout près d'eux, et je n'avais que mon caméscope. Donc voilà, je vous laisse écouter, c'est super intéressant. Votre sentiment à chaud d'abord, quelles impressions sur la vision de Ridley Scott? Alors, c'était une leçon de courage, je dirais. Il a un très beau film, et il y a un petit peu de tout dans le film. Il y a un petit peu des vues sur Mars, il y a un petit peu des problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on est sur une planète comme Mars. Recréer de la nourriture, c'est des problèmes sur lesquels on travaille aujourd'hui. Après, il y a la coopération, donc il y a les problèmes politiques, la coopération entre États-Unis et Chine. Il y a un petit clin d'œil à Apollo 13 où on fait le contour d'une planète pour revenir avec plus de vitesse et revenir chercher l'équipage. Il y a des choses qui sont imprécises, bien sûr, mais ça n'entache pas du tout la beauté du film qui est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les décors technologiques, les scaphandres et les habitats. Ce qui est très bien dans ce film, c'est que soit on y reste 30 jours, soit on y reste 500 jours. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vivra. Et je pense que, bien évidemment, au début, ça sera 30, mais que, bien évidemment, également, quand on a investi autant, on va vouloir rester 500 jours. Donc, il y aura beaucoup d'infrastructures à mettre sur place. Et ça, c'est une réalité avec... Bon, les tempêtes, il y en a peut-être un peu trop dans le film, je dirais, et les tempêtes sont plus rares que ça. Des nuages, il n'y en a pratiquement pas, donc là aussi, c'est pas génial. Mais bon, les paysages sont assez ressemblants, un peu trop splendides, alors que la réalité, c'est qu'on va se poser dans une plaine extrêmement plate et ennuyeuse, parce que c'est la sécurité qui va primer. Mais bon, sinon, le film est très plaisant aussi. Ouais. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la très 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 belle image vraiment finale où il est seul, il est avec son gant finalement qui est percé, et on voit cette courbe de Mars extraordinaire. Il est seul au survolant Mars, rejoint un vaisseau. C'est surréaliste, mais en même temps c'est très beau. C'est l'homme face comme ça, il va être sauvé, et voilà. Donc je trouve que c'est à la fois c'est vraiment une très très belle image. Je trouve que c'est un très beau film. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la mission. On ne sait pas poser 40 tonnes sur Mars. Poser 40 tonnes sur Mars. On ne sait pas faire ce véhicule qui fait les allers-retours Terre-Mars aujourd'hui. Ça, c'est Hermès. Bon, et le rendez-vous entre Hermès et Matt Whitney est, à mon avis, pas crédible, parce que le survol va être très rapide et le MAV, il est fait que pour aller en orbite basse, qui est une vitesse assez lente. Bon, là, on triche un peu, mais c'est pas très grave. Non, il y a quand même beaucoup de difficultés pour mettre des hommes sur Mars. Oui, Hollywood a souvent du mal à comprendre ce que c'est que la pression. Effectivement, déjà, il ne faut pas se plaindre, parce que quand il met une bâche et qu'on met la pression à l'intérieur, elle se gonfle dans le bon sens. Bon, mais avec une pression de au moins 0,8 bar, il y a des indications de temps en temps quand il est dans l'habitat, on voit la pression. Elle est en psi, alors il faut savoir traduire, mais enfin il a presque un bar dans l'habitat, presque la pression qu'on a ici, mais pas tout à fait. Et si on calcule la pression sur la poussée sur la bâche, il y a 30 tonnes environ sur la bâche qu'il met. 30 tonnes de poussée sur la bâche. Et le deuxième élément un petit peu étonnant, c'est que malgré ces 30 tonnes, les coups de vent extérieurs d'une atmosphère martienne qui est quand même extrêmement peu dense font vibrer la bâche. Voilà. Donc alors qu'une bâche avec une pression comme ça, elle serait dure comme du bois, quoi, en fait. Nos consignes à nous, c'est que si quelqu'un meurt, on le ramène quand même. Alors voilà, c'était une question que j'allais vous poser. Non, on n'abandonne jamais un camarade. Non, mais il n'y aura pas de film sinon. Et il n'y aura pas de film, exactement. Est-ce qu'on peut prendre la terre de Mars avec de l'engrais pour cultiver des radis et des pommes de terre? Probablement pas sans traitement, parce qu'il y a beaucoup de perchlorate à la surface de Mars, et ce serait assez stérilisant pour les plantes. Donc il y a des études qui se font aujourd'hui, comment amender le sol martien avec des bactéries, etc. Justement, sur l'eau, le film n'aborde pas la question de l'eau sur le thème on va utiliser l'eau de Mars. Ils ont passé un peu sous... c'est pas l'hypothèse qu'ils prennent.
Or, c'est une hypothèse qui est majeure, parce que ça peut se chiffrer en centaines de tonnes, enfin, peut-être pas 100, mais cinquantaine de tonnes, enfin c'est considérable l'eau. Et donc, soit on l'extrait de Mars, soit on l'apporte. Et évidemment, on la recycle. Je voudrais simplement dire que le problème n'est pas réglé. D'ailleurs, j'ai reçu un mail de la NASA, comme beaucoup de gens aujourd'hui, qui lance un concours d'idées pour exploiter l'eau de Mars. Donc l'affaire, on est un peu au stade 0-0. Stade 0. Voilà, et c'est compliqué. Alain ? Bon, alors, le mec qui dort avec un matelas gonflable dans son bureau avec les poubelles autour, non, c'est pas possible. Fini ça. Même ça n'a jamais existé. Ah bon, Voilà. Par contre, moi j'ai connu des bureaux dans lesquels on pouvait dormir, mais dans lesquels il y avait plein de fils parce qu'on testait des rovers. Parce que bon, ça se testait de nuit à toute heure de la journée pour aller plus vite. Et donc moi j'ai connu des bureaux, mais pas de poubelle, rien, très propre, et dans lesquels il y avait des câbles partout et on dormait parce qu'il fallait faire des rotations. Donc ça oui, ça c'est possible, JPL quand même. On peut percer son scaphandre et faire Iron Man dans l'espace. Moi, ça m'a beaucoup plu, cette vision poétique, parce que c'est très réel. Bon, je ne crois pas que la poussée donne les effets que l'on a vus là. Et en plus, la contrôlabilité du truc, on va surtout d'abord partir en rotation. Voilà, Il faut vraiment que la poussée soit sur le centre de gravité, ce qui n'était pas le cas dans le film, parce qu'on voyait qu'il tenait son bras comme ça, et malgré tout, il partait pas en vrille. Donc ça, c'est quand même... Et d'ailleurs, ça n'est pas dans le livre. C'est à déconseiller. Hein. Ça n'est pas dans le livre. Dans le livre, il l'envisage, Oui. mais c'est pas la solution qu'il retient. D'abord, il faut distinguer deux types de radiations, les solaires et les galactiques. Donc les éruptions solaires, on peut gérer sur alerte. Je dirais même, il suffit qu'il y ait une alarme dans le vaisseau, et puis dès que l'éruption arrive, il y a un véhicule qui est blindé, et on peut se blinder facilement. Le galactique, on ne peut pas. Donc, et ça, c'est tout le temps. Et effectivement, les doses cumulées sur 500 jours ou environ 1000 jours atteignent les niveaux qui dépassent les normes du nucléaire. Donc il y a un problème. Et on ne sait pas s'en protéger. Et comment on traite ce problème? Alors, l'idée de faire un champ électromagnétique est une mauvaise idée, parce qu'il y a des gens qui pensent à ça, parce que l'intensité du champ électromagnétique est nuisible pour l'homme, donc c'est une fausse bonne idée. Non, c'est probablement qu'il va y avoir un comité d'éthique qui va devoir autoriser La radiation. Les astronautes à dépasser la norme. Voilà, un peu comme à Fukushima, hein, vous savez, à Fukushima, on a relevé la norme d'évacuation. Là, au lieu de 3%, c'est 3% de probabilité d'un cancer supplémentaire dans les 20 ans qui viennent. Ça, c'est la norme. Eh bien, il va falloir atteindre 5, 6, 7%, et puis faire signer l'astronaute une décharge, comme quoi il ne fera pas un procès à la NASA. Michel, vous signez des décharges de ce genre-là ou pas? On fait une expérience, on doit signer une décharge pour toutes les expériences que l'on fait, qui sont des fois invasives, et surtout pour le fait que les résultats scientifiques sont diffusés à la science. Et en fait, il a pris un RTG comme étant une source de chaleur. Donc un RTG, c'est quoi d'abord? Un RTG, c'est du plutonium-238 qui se désintègre. Donc c'est pas une bombe, hein? C'est pas une bombe. C'est pas une bombe. Et simplement, il y a un effet qu'on appelle l'effet thermoélectronique. Donc vous mettez un câble électrique sur la partie chaude, c'est très chaud, et un autre câble sur une partie froide, et ces deux câbles étant différents, vous chargez une batterie. Ça fait de l'électricité. Mais là, en l'occurrence, il utilise ça comme un radiateur. Parce que ça dégage beaucoup de Parce qu'il a chaleur. froid et qu'il ne peut pas utiliser l'énergie des batteries pour se chauffer. Il fait très froid sur Mars. La nuit, il fait moins 100 degrés. Donc voilà, il utilise ça comme un radiateur. C'est quand même un peu radioactif, hein, il se prend des petites... Olivier. Alors, effectivement, par contre, je confirme qu'effectivement, c'est parfois fragile, puisque pour Apollo 12, quand ils ont dû sortir, ils avaient sorti le RTG, ils devaient mettre la barre de plutonium dedans, et la barre de plutonium avait chauffé, et c'était coincé dans la coque dans laquelle ils devaient l'extirper. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient la pince, ils ont essayé de tirer dessus, ça ne tenait pas, et finalement, Bean a décidé de donner de grands coups de marteau, je crois que c'est Conrad, dessus, en disant on verra bien ce qui se passe. Alors qu'à la NASA, ils étaient horrifiés, quoi, parce qu'ils disaient le truc leur échappe, ça peut brûler quand même les gants, c'est quand même pas génial. Mais ils l'ont fait comme ça, dans des grands coups de marteau dessus, et la barre a fini par venir, et ils l'ont mis dans le RTG et ça a démarré. En fait, s'il y en a un qui vient à mourir ou qui vient avoir un grave accident, il faut que les autres puissent faire son job. Et alors en particulier, il faut que certains soient formés même à de la chirurgie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit s'opérer lui-même. Ça, c'est une partie très intéressante du film, et d'ailleurs Michel aura peut-être envie de commenter après. C'est que c'est un cas envisagé, ils doivent s'opérer, parce qu'on ne pourra pas les aider, et ils seront obligés de faire un certain nombre d'opérations de base. Donc il faut savoir que ça fait partie du cursus, et il faudra qu'au moins, dans les équipages, il y en a 2 capables de faire ça au moins, 2 capables de réparer de l'électronique, 2 capables de faire des... Ouais, c'est toujours en binôme. Hein. Oui, et ça c'est les leçons d'Apollo 13. C'est vrai qu'on travaille toujours à 2 sur une tâche, et c'est vrai que sur un équipage, à la NASA, sur un équipage de 7 personnes, il y a toujours 2 crew sergeants, 2 infirmiers, on va dire infirmiers de luxe,
On n'est pas des docteurs, mais on sait faire les réparations classiques, recoudre. Les navigateurs aussi sont capables de se recoudre tout seuls. Et on peut se faire tout seul. Il faut bien voir que ce qui justifie l'envoi d'un homme, ça n'est pas que la science. Hein. Donc il y a effectivement la science, ça vient d'être dit. Il y a la technologie, il y a tout un tas de technologies à mettre au point. On a parlé recyclage. Beaucoup des technologies dont on a besoin sur les missions martiennes, elles pourront être appliquées sur Terre parce qu'on a des problèmes de contrôle de notre environnement et d'économie d'énergie. Et puis il y a aussi la coopération internationale qui se crée grâce à ce genre de grandes missions. Et également, il y a la motivation des gens, montrer qu'on n'est pas sur un monde fini. Et puis, ultimement, la question qui est posée, c'est est-ce que l'homme est capable d'être une espèce qui peut vivre sur plusieurs planètes ou pas? C'est sur notre avenir à long terme. Donc, la science, oui, mais il n'y a pas que la science. On est dans une station spatiale, est-ce qu'on pense à mourir? Les astronautes sont des gens qui sont tous volontaires et qui partent tous en mission, sachant que la mission est dangereuse, mais il ne leur vient pas l'idée que c'est la mission fatale qui sera leur mission. Donc, je me mets à la place de Matt Damon dans ce film-là, même s'il n'y a que 30 jours de nourriture, eh bien, il y a quand même une chance de s'en sortir et on utilise cette chance-là. On est ciblé comme ça, on est câblé comme ça, on est formé comme ça. L'entraînement va durer 2 ans. Pendant 2 ans, on fait du simulateur. On a toutes les pannes possibles, imaginables pendant le simulateur. Le jour où vous décollez dans l'espace, rien ne se passe. Donc c'est presque stressant. Il n'y a rien. Tout se passe bien. La seule mission qui se passe bien du sol jusqu'à l'espace, c'est la mission réelle. Parce que toutes les missions avant, c'est panne hydraulique, panne de moteur, panne de... On a toutes les pannes thermiques de Scavenge qu'on fait. C'est vraiment très très dur. Francis? C'est la question que j'ai posée à Buzz Aldrin. Parce qu'effectivement, il était sur la Lune, et ma question c'était, est-ce qu'il a pensé un moment que le moteur de remontée n'allait pas s'allumer? C'est-à-dire qu'ils allaient être scotchés sur la Lune. Là, c'est fatal. Et là, c'est la mort. Il m'a regardé, il a pensé très fort, petit con. Moi, je l'ai senti comme ça. Et il m'a dit, quand on est un professionnel, on ne pense pas aux choses auxquelles on n'a pas de solution. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que l'astronaute, il va penser à tous les pépins pour lesquels il peut agir. Mais celui-là, il ne peut rien faire. Donc, surtout, il faut l'évacuer. Et là, la conversation s'est arrêtée. Mais moi, je voulais lui dire, d'accord, vous êtes resté 24 heures, mais sur Mars, quand vous allez rester 500 jours, vous ne pourrez pas évacuer ce problème. La confiance est quelque chose qui est vraiment très présente chez les Russes comme chez les Américains. C'est-à-dire qu'on apprend le système, on fait toutes les pannes au simulateur. Au bout d'un certain temps, on arrive à comprendre qu'on peut faire toutes les pannes peuvent arriver et on s'en sort quand même. On voit les techniciens, on voit ceux qui font les systèmes, on voit comment ils travaillent, et il y a une confiance qui s'établit entre les gens qui font les fusées, les gens qui font les systèmes, les astronautes, et on part confiant, on part vraiment très confiant. Voilà, la confiance, donc, c'est important. Et d'ailleurs, on peut faire confiance aux Américains pour nous chiader des bonus qui claquent. Et figurez-vous que pour le DVD de Seul sur Mars, ils ont fait appel à Neil deGrasse Tyson pour un truc trop cool que je vous laisserai découvrir. Bon, alors par contre, on peut moins faire confiance aux gens qui ont fait les sous-titres français. Voici un exemple. Alors, l'image n'est pas passée parce que le fichier est protégé contre le piratage, mais le sous-titre y est. Neil deGrasse Tyson, il dit bien humans, hein, pas men. C'est quand même pas compliqué, bordel. Là, il n'y avait même pas à penser à remplacer homme avec une majuscule par humain. Il y avait juste à traduire. Mais non, c'était encore trop dur, visiblement. Bon bah c'est pas gagné, hein. Enfin bon, voilà, pour ce film, j'ai rattrapé mon retard, et même s'il est évidemment moins bon que le livre, hein, mais que je vous avais déjà vivement conseillé, ça reste un bon divertissement qui fait le job. Pour la culture, toujours, je voudrais vous parler de 2 BD. Alors la première, c'est Pouvoir Point d'Erwan Surcouf, qui en a d'ailleurs fait une vidéo de présentation, mais que je n'intégrerai pas pour ne pas encore me retrouver bloqué par YouTube, mais je vous la mets dans les liens. Et il la présente comme un open space opéra, et c'est tellement ça. C'est de la SF, hein. On suit les aventures d'un personnage principal embauché comme graphiste sur un vaisseau spatial, mais en même temps ça pourrait être un guide de survie en entreprise. Alors du coup, il y a un décalage camelotien entre le contexte, qui n'est quand même pas commun, hein, et ce que vit le héros au quotidien avec les soucis pratiques rats des pâquerettes et les personnes qui l'entourent et qui sont pas tristes. Et moi personnellement, j'ai adoré les couleurs, mais il y a des couleurs partout, c'est génial, et le découpage, et tout ça s'adapte au rythme et au contenu du récit. C'est super beau, c'est super drôle aussi, et je sais pas si Erwan a beaucoup travaillé dans des bureaux ou dans des administrations, mais en tout cas moi ça m'est arrivé, hein, et je vous jure que c'est vraiment ça. Donc voilà, ça s'appelle Pouvoir Point d'Erwan Surcouf. C'est aux éditions Vite Cocagne et ça coûte 23 €.
Une autre BD maintenant. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Bon, déjà, c'est Dargo qui me l'a envoyée, pour que ce soit tout à fait transparent, mais elle était déjà dans mon panier sur mon compte Fnac quand on me l'a proposée, donc je voulais absolument la voir dans tous les cas. Oui, et tant que j'y suis, c'est donc la Fox qui m'a invité à voir Seul sur Mars en avant-première aussi, et qui m'a offert la version numérique du DVD. Mais vous imaginez bien que Seul sur Mars, j'allais forcément vous en parler, ce que j'avais fait pour le livre d'ailleurs. Bref. C'est vraiment pour être transparente sur tout ça. Donc, le mystère du monde quantique. Alors déjà, c'est écrit par Thibaut Damour, qui est l'un des plus grands scientifiques d'aujourd'hui. Il a notamment reçu la médaille Einstein et le Grand Prix de l'Académie des sciences, entre autres. Et c'est Mathieu Burnia, que je ne connais pas, qui a coécrit et dessiné. Alors ça, c'est pour la forme. Maintenant, le fond, c'est l'histoire d'un petit personnage, Bob, qui rencontre tour à tour les différents physiciens qui ont découvert les lois qui régissent le monde quantique. Et Bob est comme le lecteur lambda, ou la lectrice lambda, il ne sait rien, il a du mal à comprendre, alors il pose toutes les bonnes questions qu'il faut pour piger à peu près ce monde étrange, qui est pourtant bel et bien le nôtre. Et c'est absolument brillant. C'est brillant, parce que ça regroupe histoire des sciences, portraits de physiciens, explication des constantes, des lois ou des équations, et tout ça en dessin et avec des exemples pour mieux comprendre. Alors, ça ne se lit pas comme on lit Pouvoir Point, évidemment, ça demande beaucoup plus de concentration et de revenir en arrière parfois, mais sérieusement, c'est magique. Et pourtant, j'en ai lu, des essais sur la physique quantique, mais alors cette BD... c'est le top du top du top du top. J'ai jamais rien lu de mieux sur le sujet. Alors, j'ai pas tout lu ni vu, mais voilà. Mais honnêtement, si vous voulez appréhender la physique quantique, mais que ça vous fait quand même un peu flipper, je pense que c'est un excellent moyen de s'y frotter. C'est ludique, c'est marrant. Et il y a une vraie trame narrative avec une vraie fin étonnante qui m'a fait très plaisir. C'est intelligent dans la forme et dans le fond, évidemment. Et la couleur qui arrive petit à petit sert à expliquer des concepts mathématiques autrement que par des équations. Bref, je sais pas combien de temps ça leur a pris de bosser dessus, mais peu importe, c'est un putain de bon boulot et je ne peux que la recommander vivement. Voilà. Le mystère du monde quantique, donc, de Thibaut Damour et Mathieu Burnia aux éditions d'Argo, et ça coûte 20 €. Vous m'en direz des nouvelles, En parlant de nouvelles, passons à l'info de cet épisode, et c'est donc l'annonce le 12 avril dernier, 55e anniversaire du premier homme dans l'espace, Gagarine, qu'a été annoncé un projet de sonde interstellaire. Ouais, rien que ça, là, on n'est plus là pour rigoler. Stephen Hawking, que je ne présente plus, Yuri Milner, un milliardaire russe dont je vous avais parlé il y a quelques années, et Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, se sont associés pour préparer une flotte de nanovaisseaux propulsés par rayons laser en direction du système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure. En atteignant 20% de la vitesse de la lumière, on pourrait y être en 20 ans environ, mais évidemment, comme ces étoiles se trouvent à 4,3 années-lumière, si ma mémoire est bonne, il faudra autant de temps pour que des informations nous parviennent si les sondes nous en envoient. Alors Francis Rocard, encore lui, dit que c'est fou, mais pas impossible, mais que ça coûterait évidemment beaucoup plus que les 100 millions qui ont déjà été réunis, puisque le chiffre donné pour l'ensemble du projet est de 10 milliards. Il y a encore beaucoup de technologies à développer et de problèmes techniques à régler. Il faudrait pas que les mini-vaisseaux se mettent à tourner comme des toupies au moment où le rayon laser va les pousser, parce qu'ils risqueraient peut-être de dévier de leur route. Et même si l'angle de départ et de déviation est très faible, sur d'aussi longues distances, tu peux louper ta cible à des milliards de bornes, donc voilà. C'est bien joli d'envoyer des artefacts là-bas, mais s'il y a rien à bord pour communiquer avec la Terre, c'est un peu dommage. Et ça implique des tas de trucs qui pèsent un certain poids, sans compter qu'en l'état actuel des connaissances, les exoplanètes d'Alpha du Centaure ne sont pas habitables, et que d'ici une dizaine d'années, on en trouvera peut-être une pas trop loin non plus, et plus intéressante sur le plan de l'exobiologie, et que ça vaudrait mieux le coup de viser directement une meilleure cible avec un budget pareil. Bref, tout ça pour dire que c'est pas encore fait, mais que c'est génial, et que ça se mette en place maintenant, que ça va être super excitant de suivre tout ça année après année, et qu'on vit quand même une époque de dingue, non ? Qui ressemble drôlement à de la science-fiction, et c'est trop chouette. Ce qui était trop chouette aussi... alors là, je vais vous offrir tout plein d'images exclusives. C'était ma visite à l'IRAP de Toulouse le jour où a été annoncé ce fameux projet. L'IRAP, c'est l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, et j'ai été invitée par le CNRS pour une journée de découverte du site qui était
fascinante de A à Z. Je vous ai rapporté plein d'images, mais pas autant que j'aurais voulu parce qu'en fait on a couru toute la journée, c'était très dense, et que j'ai pas eu l'occasion de vraiment poser des questions face caméra aux scientifiques présents, mais j'aurais peut-être l'occasion d'y retourner. En attendant, on nous a présenté tout plein de projets dans tout plein de domaines de recherche différents, qui vont des poussières galactiques au sursaut gamma générés par des trous noirs, en passant par la détection d'exotères, l'étude du Soleil ou la recherche de traces de vie sur les futurs rovers martiens. Ouais, c'était Disneyland puissance l'infini pour moi, oui. Bon alors déjà, pour rentrer dans les salles blanches, il faut se déguiser en chirurgien, hein. Dans la première salle, on s'est intéressé à Spirou. Alors Spirou n'est pas seulement un personnage de bande dessinée, c'est un spectropolarimètre et vélocimètre de haute précision capable d'observer dans l'infrarouge proche et qui sera installé sur le télescope France-Canada-Hawaï l'année prochaine. Alors son objectif, c'est d'abord de trouver et d'étudier les exotères qui tournent autour de naines rouges, pas trop loin de chez nous, et ensuite d'étudier la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Alors ce que vous voyez, ce sont des morceaux d'instruments qui sont testés dans cette salle. Donc ce petit module, il a une optique au milieu, et ce module-là, il permet de stabiliser l'injection de l'image sur un trou qui fait 180 microns. Vous voyez, c'est très précis. Ça permet d'avoir toute la lumière qui est collectée par le télescope, bien focalisée en fait sur la fibre qui va permettre de transmettre le flux au spectrographe. Parce qu'en fait, effectivement, l'image elle-même est perturbée par l'atmosphère, hein, donc elle va s'agiter à l'entrée du télescope. Bon, là, on l'a fait marcher dans une boucle régulière, mais en pratique, il va tilter une fréquence qui va permettre de stabiliser l'image. Hein, parce qu'encore une fois, le but, comme je disais tout à l'heure, ça va être de stabiliser l'image de l'étoile, c'est-à-dire le spectre, hein, sur le détecteur. Et chaque mouvement, chaque perturbation à l'entrée, par exemple la perturbation de la perturbation atmosphérique, peut perturber la vitesse radiale, et du coup ce stabilisateur d'image permettra de gagner un certain facteur. Et alors il faut gagner, il y a quelque chose qui va intervenir. Il y a ce stabilisateur d'image qui est là, qui se glisse à cet endroit-là. Il y a une caméra de guidage, le reflet de la lumière, tout ce qui ne rentre pas dans l'instrument, on va réfléchir à la caméra de guidage qui va recevoir d'ailleurs nécessairement plus un correcteur de dispersion atmosphérique qui se situe à cet endroit-là et qui va effectivement corriger la dispersion de la lumière due au fait que l'étoile, quand elle est basse sur l'horizon, le chromatisme, voilà, c'est ça, le chromatisme tue l'atmosphère. Ouais. Et là, pour l'instant, on a installé pour justement la validation, à la fois l'alignement et la validation, une étoile artificielle qui simule les conditions au télescope. Donc une fibre qui crée finalement l'image du télescope. Voilà. Et une fibre qui va pouvoir bouger d'ailleurs, parce qu'on va pouvoir mettre dans cette étoile artificielle quelque chose qui va osciller, justement pour tester aussi les performances du stabilisateur. Ensuite, dans une autre salle, on a pu voir un instrument de Solar Orbiter, une mission européenne qui décollera en octobre 2018 et qui étudiera les relations entre l'activité de la surface du Soleil, les éruptions, les taches, le champ magnétique, et les perturbations de l'environnement solaire qui en résultent, donc comme le vent solaire ou les particules énergétiques. Ça, c'est à l'intérieur de boîte, et en fait, c'est un des cœurs de métier qu'on a au laboratoire, c'est l'électronique et la capacité à faire ces cartes électroniques particulières. Donc d'abord, d'une manière générale, on travaille sur une électronique qui est qualifiée spatiale. Donc, chacun de ces composants sont particuliers. On leur a fait subir des sélections. Le diable se cache dans les détails. On a des composants. Ici, cette carte, c'est ce qu'on a voyé, c'est beaucoup moins compact sur cette carte. Cette carte, c'est ce qu'on appelle la carte haute tension. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux cartes. Parce que là, on va avoir des éléments qui vont être portés à plus de 10 kV. Donc ça peut faire des décharges si on a tout mis côte à côte, donc il faut faire attention. Et nos spécialités, c'est de savoir concevoir des cartes comme ça, donc 10 kV, c'est pas rien. Très faible consommation et surtout commandé de manière extrêmement précise en quelques fractions de millisecondes. Vous passez de 0 à 10 kV en une fraction de milliseconde, ce qui n'est pas totalement évident. Et ce qui permet de faire ça, c'est, vous voyez ces choses-là en demi-couronne, là. Oui. C'est ce qu'on appelle des systèmes de coupleurs électro-optiques. Vous avez des LED autour, vous voyez, vous avez ces composants et au centre vous avez une optodiode. Donc on éclaire ce qu'on appelle l'optodiode avec ces LED, on commande ces LED et en éclairant l'optodiode on en change les caractéristiques et ces changements de caractéristiques permettent de commander de manière extrêmement rapide par lien optique simplement
les hautes tensions. Après, on est allé dans une autre salle vachement plus grosse, avec des installations impressionnantes. Et alors là, on peut carrément recréer Jupiter. Actuellement, dans cette cube, on teste donc des galettes à micro-canaux qui seront fournies sur un instrument réalisé par un partenaire américain, Johns Hopkins University. Ce sont des détecteurs qui voleront donc sur la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne, qui va explorer Jupiter et ses lunes, lancement en 2022, arrivé en 2029-2030. Et donc on simule les conditions représentatives de l'environnement spatial de Jupiter pour vérifier le bon fonctionnement de ce type de détecteur dans l'environnement. Et c'est des tests qui ont une durée de vie, donc ça va prendre plusieurs mois, 6 à 8 mois. Et tester Mercure. Ça envoie pas du rêve, ça. Sérieux. Des détecteurs de particules chargées de type électron que le laboratoire a construit et vient de livrer donc à l'agence spatiale japonaise pour être placé sur le satellite japonais qui constitue l'un des deux éléments de la mission d'Epi-Colombo, le second étant fait par l'agence spatiale européenne. Donc c'est un instrument, le principe c'est on applique des champs électriques que l'on contrôle à l'intérieur de l'instrument pour aspirer les particules chargées, les guider à l'intérieur de l'instrument pour les faire entrer et rentrer en collision avec les détecteurs qu'on vous a présentés, créer un signal qu'on enregistre, qu'on met en forme, qu'on envoie au calculateur à bord du satellite qui renvoie ensuite vers la Terre pour que les scientifiques puissent analyser les propriétés de l'environnement, en l'occurrence de Mercure. C'est un instrument relativement compact qui fait à peu près 1,2 kg et surtout ça consomme très peu, moins de 3 watts. D'où l'intérêt de ce type d'instrument pour des missions spatiales qui sont exigeantes en termes de ressources. Donc vous avez ici la fenêtre d'entrée qui aspire les instruments et ensuite donc les balayages avec les hautes tensions appliquées à l'intérieur pour les guider, sélectionner leur énergie et les faire rentrer dans l'instrument. Bon alors après Jupiter et Mercure, on nous a emmenés du côté de Mars et on a eu droit à une visite guidée par Sylvestre Morris himself. Alors Sylvestre Morris, c'est lui et c'est juste le gars qui a conçu ChemCam quoi. ChemCam c'est Chemistry Camera, donc caméra de chimie en bon français. Et ChemCam, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste l'instrument le plus important de Curiosity, celui qui se trouve dans sa tête et qui tire au laser sur des roches martiennes. Et comme ça marche du tonnerre, les Américains ont commandé une Supercam, donc une ChemCam améliorée, pour la mission Mars 2020, qui sera une Curiosity améliorée, lancée en 2020. Et c'est Sylvestre Morris qui est le responsable scientifique de l'instrument. Et ça, c'est vraiment pour nous 15 ans de recherche. 15 ans pour faire ce laser à côté d'un produit commercial qui globalement fait la même chose, simplement il fait une vingtaine de kilos, là où notre laser à nous fait 550 grammes, je crois. Donc vous voyez, il y a un énorme effort de miniaturisation comme on fait souvent dans le spatial. Ici, la carte de puissance, vous voyez, il y a plus de 300 condensateurs qui vont d'un seul coup lui donner 240 ampères pendant quelques microsecondes. C'est beaucoup d'énergie quand vous démarrez avec un rover qui n'a que 28 volts au départ, donc il faut qu'on fasse un peu d'astuce pour stocker de l'énergie. C'est un laser impulsionnel. Ensuite, il nous a fait visiter un endroit où Mars est reconstitué. Ici, vous êtes sur Mars. Alors, sur Mars, à peu près, vous n'avez jamais été aussi près de Mars. Voici ici Mars. Dans cette enceinte ici, alors je vais passer de l'autre côté, on fait, c'est Mars, vraiment. On va faire avec une pompe ici, faire du vide. Donc, on va prélever l'air qui est dedans. Et on va rajouter tout simplement un mélange ici, d'ailleurs ils ont mis une bouteille orange, c'est assez malin de leur part, mais c'est un mélange avec du CO2, un peu d'argon, un peu d'azote, et c'est Mars. Et on va monter en pression martienne. Alors la pression martienne c'est plutôt descendre, puisque vous savez que c'est à peu près 7 millibars, donc on va être moins d'un centième de la pression terrestre. Et donc on crée ici à l'intérieur de cette chambre Mars. Donc ici vous êtes, quand vous placez, pour nous ça sera des petits cailloux, on va mettre des fours, on va mettre plein. Alors demain, il y a toute une campagne, par exemple, toute la journée, où on va faire des tests. On va tirer sur des familles de roches pour comparer par rapport à ce qu'on a vu sur Mars. Et on va tirer avec l'instrument qui est ici à l'intérieur. Alors là, il est à l'arrêt, c'est pour ça qu'il y a un peu de buée sur l'extérieur, mais ça c'est pas grave, ça va partir. Ici, vous avez ChemCam. Quand on a fait ChemCam, on en a fait 2. On a même fait 5, des modèles différents. Vous avez compris qu'il y a plusieurs, ce qu'on appelle la philosophie des modèles. Mais on a fait 2 modèles de vol. Un qui a servi de qualification, un autre qui est le vrai modèle de vol. Et ici à l'intérieur, vous avez le clone de ChemCam, c'est-à-dire il peut voler celui-là, on pourrait presque le faire voler. Et tous les jours, il tire. Et donc il tire, son faisceau sort de l'enceinte. Lui, il est maintenu à peu près à moins 20 degrés. Moins 20 degrés, non, exactement, pardon. Là, je le vois à moins 10, il est à moins 10, ils l'ont mis à moins 10 aujourd'hui.
Il reste à moins 10, c'est la température globalement qu'il a sur Mars quand il fonctionne. Le faisceau sort, il est coudé par le miroir de repli que vous avez ici, et il va faire les impacts laser dans la chambre. La lumière revient, hop, repart par le télescope et elle est analysée. On ne le voit pas là où il y a une boîte noire. Là, ce sont les spectromètres qui sont fabriqués par nos collègues de Los Alamos National Lab. Et bien, ces spectromètres sont reliés ici à un simulateur de rover. Alors, ça ne paraît pas, mais ça, c'est le rover. Voilà, tout le monde simule tout le monde. Et ici, vous êtes capable de faire des spectres dans les mêmes conditions que sur Mars. Exactement les mêmes conditions que sur Mars. C'est ça qui est étonnant. Et on en a besoin parce qu'à chaque fois qu'on voit... Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que Mars a plus d'imagination que nous. On s'attend à beaucoup de choses, puis on fait un spectre, c'est jamais ce qu'on a pensé. Donc on retourne au labo, on dit, ben voilà, on ressort de nos collections, des collections qu'on trouve au Muséum d'Histoire Naturelle. Yolène Sauter, par exemple, nous en donne souvent. Partout dans le monde, on a des collections de roches et on les repasse. On fait un spectre, on dit, tiens, ah mais celui-là c'est exactement le même que sur Mars. Et j'ai identifié par exemple de l'opale récemment, ou des choses comme ça. C'est par identification, par comparaison. On a absolument besoin de cette station de calibration. Et travaillent dessus d'ailleurs beaucoup de nos étudiants. On a une armée d'étudiants pour regarder les données. Et évidemment, nos thésards, nos postdocs qui travaillent ici quasiment tous les jours. Je sais que demain, ils m'ont expliqué qu'ils allaient faire des manips entre des poudres, des roches. Voilà, il faut que ça avance la science. On ne comprend pas ce qu'il y a là-bas si on n'est pas capable d'en faire un suivi scientifique tous les jours en calibration. Et ce qu'on fait aussi par ailleurs ici, c'est quand on évoque des nouveaux modes de fonctionnement, et tiens, je ferai ça un peu différent sur Mars, hop, on vient le faire ici, on le teste, on voit si les commandes marchent bien, puis ensuite on les envoie sur Mars. Et le travail n'est pas rendu facile parce qu'ils ne connaissent pas le site d'atterrissage longtemps à l'avance pour pouvoir anticiper. Moi je voudrais le site le plus tôt possible, et la NASA a raison de dire, non attendez, s'il y a une découverte qui est faite un an avant le lancement, c'est évident, si un orbiteur voit, je sais pas, imaginons qu'un orbiteur passe et voit un gaz qui une fumerole. On lui dirait rien, on va se poser là. Sinon on dit non, on a prévu de se poser à l'autre côté, on n'est pas sérieux. Donc je dis jusqu'à la dernière minute, on veut pouvoir, dernière minute, pas complètement, mais on veut pouvoir choisir le site. Pour ça que sinon, ça serait beaucoup mieux. Moi, si je choisissais un site aujourd'hui, je dirais, bon, bah, la nuit il fait moins 80, le jour il fait moins 10, la pression elle est de temps, bah, je vais caler mon instrument. Alors que là, je suis obligé de tout couvrir. Et comme il n'y a pas que des scientifiques qui font tourner l'IRAP, terminons cette visite guidée avec une ingénieure. Je travaille à peu près, je dirais 70% sur le projet Éclair, SVOM Éclair. Donc on parle SVOM, c'est l'instrument, c'est le satellite global, c'est la mission spatiale. Et Éclair, c'est un des 4 instruments en fait qui travaillent sur cette plateforme. Et donc parmi les instruments, donc c'est une mission franco-chinoise avec 2 instruments français et 2 instruments chinois. Et Éclair, c'est un des 2 instruments français qui en fait est le gros instrument qui va permettre de détecter ce qu'on appelle des sursauts gamma. En fait, c'est comme on va dire des flashs très très rapides qui apparaissent dans le ciel et qu'on essaye de détecter pour découvrir un petit peu plus la naissance de notre univers. Donc, pour essayer de faire un détecteur, on va appeler ça un détecteur, donc, qui va aller sur cet instrument Éclair, on va essayer de faire comme une espèce de caméra X et gamma. Alors bon, souvent je prends une analogie, on va dire un peu terre à terre, mais si jamais un jour vous êtes amené à faire une radio, je dis pas, des poumons, de la jambe, du genou, n'importe quoi, c'est exactement ce que je suis en train de développer en fait, mais qui va partir dans l'espace et qui va cartographier le ciel. Ces petits modules, en fait, on est censé les tester dans un environnement qui représente les contraintes qu'il va subir tout le long de sa mission. Au tout départ, déjà au vol, donc sur la plateforme satellite, donc il va y avoir des vibrations, des chocs, poum, il va arriver dans l'espace, ça va être le vide. Donc tout ça, en fait, il va falloir que déjà je le teste dans toutes ces conditions qui sont des contraintes, dans les contraintes du spatial, pour voir que déjà il fonctionne correctement et il maintienne aussi ses performances de détection. C'est-à-dire qu'il va réussir à bien détecter les sursauts gamma et pas à détecter autre chose, ou alors qu'il ne loupe pas justement ces petits flashs très rapides. Ce serait dommage parce qu'en fait les 3 autres instruments qui sont sur la plateforme, s'ils n'ont pas cette détection des sursauts gamma, ils n'ont rien à faire sur la plateforme. Donc c'est vraiment un instrument majeur. C'est une petite cuve étanche dans laquelle on va faire le vide. Donc on va avoir pour cela ce qu'on appelle une pompe à vide. En fait, c'est comme un gros aspirateur, ça aspire les particules, les molécules, l'humidité, enfin tout ce qu'il peut y avoir dans l'air ambiant, de façon à ce que ça représente le vide que verra le module XRDPIC, c'est la caméra finale dans l'espace. Donc on aspire, il n'y a plus de molécules, on en est bien. Maintenant en fait on le refroidit. On a ce qu'on appelle un cryothermostat, en fait c'est comme une espèce de gros réfrigérateur
avec un circuit, ce qu'on appelle un circuit fermé, c'est-à-dire qu'en fait on a à l'intérieur un liquide caloporteur, donc qui porte la chaleur, l'énergie, et qui va venir refroidir à l'intérieur via des interfaces en cuivre, en fait, des matériaux qui sont très conducteurs thermiquement, pour aller refroidir notre petit module, pour qu'il soit vraiment dans le cas de la mission in fine, qui sera à moins 20 degrés Celsius en l'occurrence. Voilà. Une fois que tout ça, il est monté, il est bien, tout ça, ou il n'est pas bien, mais bon, c'est justement l'étude, on veut aussi représenter ce qu'il va voir. Il va détecter des rayons X, enfin surtout gamma, mais enfin en tout cas des rayons X. Et bien pour cela, c'est pour ça qu'on a un petit logo, source radioactive. On place une petite source radioactive qu'on connaît bien, qui est étalonnée, on connaît bien ses raies en énergie, on sait ce qu'elle fait, et on regarde si il va détecter correctement ces raies. Si c'est des raies en fait, qui apparaissent plus comme des patates super larges, il n'est pas très bon globalement. En fait, ce qu'on cherche à voir, c'est qu'il soit vraiment avec des raies très étroites, de façon à définir correctement toutes les raies qu'il pourra voir lui dans l'espace. Nous, on connaît bien nos sources au sol, mais après, dans l'espace, il y aura beaucoup plus de sources, beaucoup plus de raies à étudier. Donc il faut déjà que lui puisse distinguer certaines raies au sol, de façon à ce que quand il y en aura beaucoup, on ne soit pas embêté. Et voilà, donc jeunes gens qui m'écoutez, filles et garçons, si vous rêvez de travailler dans le spatial, croyez-moi, il y a de quoi faire en France. Et Toulouse est un gros centre, mais il y a des labos partout ailleurs également. Et comme dirait Sylvestre Maurice, et qu'il est important de souligner... On a un modèle assez unique, enfin non pas unique, que tout le monde nous envie, le fonctionnement du spatial. En France, le spatial scientifique, d'ailleurs en Europe maintenant c'est à peu près pour tout le monde, c'est bottom to top. Et les missions et les instruments qu'on vient de voir, ce n'est évidemment qu'une petite partie de ce qui se fait aujourd'hui dans l'exploration spatiale. Et là, vous voyez, il y avait des missions américaines avec participation française, des missions européennes, des collaborations avec la Chine. Bref, pour la science, pour l'exploration, c'est possible de s'entendre et de faire des trucs ensemble, de malade, même si on n'a pas la même culture et tout. Et j'aime éperdument évoluer dans ce milieu-là, dans cette vision du monde. Alors, merci au CNRS, à Julien Guillaume et à Loïc Bommerbach, je ne sais pas comment prononcer ton nom, Loïc, et je suis désolée si je l'ai écorché. Donc merci à vous de m'avoir invité pour visiter l'IRAP, d'autant plus que j'étais très émue de rencontrer Sylvestre Maurice. J'ai pas fait ma groupie évidemment, mais quand j'ai vu son nom sur le programme, je vous avoue que j'en menais pas large. En fait, au début, j'ai cru à une blague. Et puis à un moment, il est arrivé, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il a repéré mon t-shirt et qu'il en a profité pour expliquer un truc à propos de Mars, parce qu'en fait, je portais le t-shirt Seul sur Mars que la Fox nous avait offert le soir de l'avant-première, dont vous avez eu des images tout à l'heure. Ce podcast est cohérent de bout en bout, c'est formidable. Bref, merci à toutes les équipes du CNRS et aux scientifiques et aux ingénieurs qui ont pris le temps de nous faire visiter, c'était vraiment cool. L'événement de cet épisode, c'est évidemment l'exploit extraordinaire de SpaceX qui a réussi, au bout de quelques ratés quand même, pour la première fois de l'histoire du spatial, à ramener le premier étage d'un lanceur à la verticale sur une berge en pleine mer par un temps agité. C'est pas un truc de malade? Sérieusement? On n'est pas dans la science-fiction là? Non mais regardez ce truc! Il revient de l'espace, tranquillou, et il se tient droit comme un piquet sur un océan pas tout à fait calme. Non mais sérieux, c'est de la folie furieuse, quoi. Non mais regardez encore. Ah, voilà, non mais je vous jure, je m'en remets pas. Et je me suis entendue, j'étais chez moi, et c'est la première fois que je hurlais devant un écran. Non, parce que j'entends souvent, enfin voilà, mon père devant le foot, ma sœur devant le rugby, se mettre à hurler comme des malades, et je me dis, mais ils sont fous. Et là, voilà, je l'ai vraiment fait aussi, quoi. Et c'était dingue. Et si vous voulez voir la même séquence vue depuis la plateforme en vidéo à 360 degrés, je mets le lien dans la description. Et ils ont réédité l'exploit il y a quelques jours, ce qui a conduit Elon Musk à tweeter ceci: on va peut-être avoir besoin d'augmenter la taille du hangar où on stocke nos fusées. Je le kiffe. Que voulez-vous, il est parfait, je le kiffe. Elon Musk, SpaceX, tout ça, voilà. D'autant plus qu'ils viennent d'annoncer qu'ils enverront une capsule Dragon sur Mars en 2018, alors, rien de plus peut participer à mon bonheur, que voulez-vous, je suis comblée, voilà. Et j'attends avec impatience son programme martien qu'il développera plus en détail au mois de septembre. Oh là là là, j'ai trop envie d'être à la rentrée. Bon, en attendant, passons à la personnalité de la semaine, qui s'y trouve, lui, sur Mars. Enfin, sur Mars, à Hawaï, mais pas mal isolé quand même, comme on peut le voir sur cette photo du compte Twitter de la mission. Alors, il s'agit du français Cyprien Verseux, qui fait actuellement une mission de simulation martienne d'1 an, organisée par la NASA, et il m'a fait l'honneur de répondre à mes questions en vidéo depuis l'autre bout du monde, isolé dans sa bulle extraterrestre. Salut Florence,
Salut à tous. Je m'appelle Cyprien Verseux et je suis un astrobiologiste. Et je travaille en gros sur comment est-ce qu'on peut produire sur Mars ce dont on a besoin pour survivre à partir de ce qu'on trouve sur place. L'idée c'est que si on va sur Mars, c'est pas juste pour planter un drapeau et laisser une empreinte de pas, ou pour montrer la supériorité d'une nation par rapport à une autre. Si on y va, c'est pour faire de la recherche scientifique. Et pour ça, il faudra rester longtemps sur place. Maintenant, le problème, c'est que si on veut rester longtemps sur Mars, il faut fournir aux astronautes l'oxygène, la nourriture et tout ce dont ils ont besoin. Et ça coûte très cher, puisque chaque kilo qu'on envoie sur Mars depuis la Terre coûte super cher. Donc l'idée sur l'approche sur laquelle je travaille, c'est basé sur des cyanobactéries, donc des bactéries vertes qui font de la photosynthèse comme les plantes. Et ces bactéries, on pourrait les nourrir à partir de nutriments dans le sol, à partir de gaz de l'atmosphère et à partir d'eau qu'on pourrait extraire sur place. Et une fois qu'on les a fait pousser, on peut les utiliser pour faire de la nourriture, pour faire des carburants, pour faire de l'oxygène. Et on peut aussi les utiliser pour faire pousser d'autres organismes. Par exemple, j'ai montré juste avant la mission qu'on pouvait les utiliser pour faire pousser d'autres microbes. Des microbes qu'on peut ensuite utiliser pour faire des médicaments, des produits chimiques et autres. Et ce que j'essaie de voir ici, c'est si on peut utiliser les cyanobactéries pour faire pousser des plantes. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'amener d'engrais depuis la Terre. On pourrait juste amener les graines, utiliser les cyanobactéries pour transformer la ressource martienne et faire pousser nos plantes. Donc en gros, en résumé, l'idée c'est qu'au lieu d'amener des tonnes de ressources depuis la Terre, les astronautes pourraient amener juste des tubes minuscules qui contiennent des cyanobactéries, nourrir les cyanobactéries à partir de ce qu'ils trouvent sur Mars, et à partir de ça, utiliser les cyanobactéries pour produire, en gros, tout ce dont ils ont besoin. Et en ce moment, je fais partie de la mission HI-6 4. Donc HI-6 4, c'est une mission d'1 an financée par la NASA, où 6 scientifiques vivent comme s'ils étaient sur Mars. Okay, le but principal, c'est de voir comment est-ce que l'isolement et le confinement impactent la santé mentale et les performances d'un équipage. Et puis en même temps, on teste différentes technologies qui sont développées pour l'exploration de Mars. Donc en ce moment, je vous parle d'un dôme, un dôme blanc de 11 mètres de diamètre qui est perché sur le plus gros volcan de la planète, le volcan Mauna Loa, à Hawaï, à 2,5 km d'altitude. Alors pourquoi j'ai voulu participer ? La raison principale, c'est que je travaille sur des systèmes qui sont développés pour l'exploration de Mars, et que je mette au point des techniques qui marchent en pratique, pas juste des systèmes qui font bien sur le papier mais qui sont complètement impraticables. Et du coup, faire HI-6, ça me donne une bonne idée des réelles contraintes, des vrais problèmes et des vrais besoins. Et donc ça m'aidera à mettre au point des systèmes qui marchent, quoi. Et la deuxième raison, c'est que je veux voir si j'ai ce qu'il faut psychologiquement pour être un équipier dans une mission spatiale longue durée. Alors nos journées, en gros, c'est à peu près les mêmes que celles qui seront celles des premiers astronautes qui iront sur Mars, puisque c'est ce qu'on simule. Donc la plupart de notre temps est dédié à la recherche scientifique. Donc on a nos propres recherches, j'en ai parlé un petit peu, et on a aussi la recherche pour laquelle on est sujet d'étude. Donc on a des badges en permanence, donc des badges qui mesurent notre rythme cardiaque, l'heure à laquelle on se couche, la qualité de notre sommeil, notre activité physique, nos relations les uns avec les autres. La distance entre les gens, la façon dont ils se parlent, et puis quelques autres trucs. On remplit des questionnaires tous les jours, donc on a au moins 7 questionnaires, ça prend vachement de temps, où on parle de ce qu'on a fait pendant la journée, de notre état psychologique, de la façon dont on s'entend avec nos coéquipiers, des relations entre les coéquipiers. Par exemple, est-ce qu'un tel et un tel ont une relation professionnelle, une relation amicale, une relation de conflit, une relation sexuelle. Et non, je dirais rien ici. On teste aussi des différentes technologies, par exemple, on a des systèmes de réalité virtuelle. Donc on a des lunettes de réalité virtuelle qui nous plongent dans un autre monde, et on va soit visiter des paysages, soit interagir indirectement avec des gens qui nous auront laissé des enregistrements, etc. Donc ça, c'est pour essayer de tester des technologies qui peuvent mitiger les effets psychologiques de l'isolement et du confinement. On passe pas mal de temps aussi à s'occuper de l'habitat, à le maintenir fonctionnel, parce que notre dôme il est plein d'électronique, il y a des capteurs partout, il y a des systèmes compliqués, bref, il faut s'assurer que ça marche.
parce que sur Mars, c'est ce qui nous maintiendrait en vie. Ah oui, puis on fait aussi des EVA, des sorties extravéhiculaires, où en gros on va sortir du dôme avec des combinaisons spatiales, et on va par exemple faire des missions de géologie, on va explorer des tunnels de lave, etc. Voilà, ça c'est notre quotidien. Puis après, pendant le peu de temps libre qu'on a, on fait du sport, on fait pas mal de sport, c'est super important quand on vit tout le temps en intérieur. Et on fait du sport et on fait un peu de salsa. 2 fois par semaine, on a une soirée salsa, donc on apprend tous ensemble à danser. Puis surtout, avec le temps qui me reste, je fais de la musique. Donc j'apprends l'ukulélé. L'ukulélé parce que c'est petit, c'est compact, donc c'est parfait pour l'exploration spatiale. Et une autre raison, c'est que quand vous sortez votre ukulélé, personne n'a d'attente. Ce qui est parfait pour quelqu'un qui a aucun talent musical, comme moi. Voilà, et puis on a ici donc on a un mode de vie, le mode de vie qui sera a priori celui des astronautes sur Mars. Donc on mange que de la nourriture de longue conservation. Donc on a des légumes déshydratés, de la viande déshydratée, de la farine, des trucs comme ça. De temps en temps, on a quelques tomates cerises ou un peu de salade qui vient du laboratoire de biologie. Pas très souvent parce que la plupart du temps, je dois sécher les aliments pour les peser, etc. puisque ça fait partie des expériences. Alors là, on vient entrer dans le 3e quart de la mission. On a passé la moitié il y a un peu moins d'un mois. Et c'est censé être la période la plus critique de la mission, puisqu'on sait, d'après notre expérience dans la mission au pôle et dans les stations spatiales, que les performances et la santé mentale des équipiers ont tendance à chuter brutalement juste après le milieu de la mission. C'est ce qu'on appelle le syndrome du 3e quart. Dans les symptômes possibles, il y a l'apathie, les disputes, le manque de motivation, la baisse des performances cognitives, etc. Donc c'est pas super réjouissant. Maintenant, jusqu'ici ça va. Alors, j'ai remarqué qu'il y a plus de tension entre les membres de l'équipage, les gens ont l'air plus fatigués, les gens commencent à se plaindre un petit peu, mais globalement, rien de terrible. Je pense que notre équipage s'en sortira sans dégâts majeurs. L'extérieur commence à me manquer un peu, puisque ça fait maintenant presque 8 mois qu'on n'a pas été exposé à l'air libre, qu'on n'a pas senti le soleil ou le vent. Ça fait un peu bizarre. Je sais pas comment vous vous sentez après avoir passé un week-end entier chez vous, sans sortir. Imaginez passer un an. C'est un peu particulier, on s'y habitue, mais je serais content de retrouver l'air libre. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis blanc comme ça. Alors, si j'étais consultant pour une mission sur Mars, qu'est-ce que je conseillerais ? Beaucoup de choses. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Ah oui, avoir une pièce où on puisse s'isoler. Vraiment s'isoler et savoir qu'on ne sera pas dérangé, qu'on n'entendra personne et que personne ne nous entendra. Rien que pour enregistrer cette vidéo, j'ai dû m'y reprendre une dizaine de fois, parce que quelqu'un est entré pour reprendre quelque chose, parce que quelqu'un a parlé trop fort dans une pièce à côté, parce que quelqu'un a décidé d'utiliser le tapis de course, bref. On a des chambres ici, ce qu'on appelle des compartiments individuels. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'isolation sonore. C'est-à-dire que si je respire un peu trop fort, quelqu'un qui est à l'autre bout du dôme va m'entendre. Et donc on n'a pas vraiment d'intimité, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être vu, on peut ne pas voir les autres, mais on peut toujours les entendre et on n'a jamais l'impression d'être seul, quoi. Et avant la mission, j'avais besoin de passer du temps seul tous les jours. C'est comme ça que je me repose, que je me détends. Ici, j'ai dû m'adapter parce que je suis jamais seul. Quoi d'autre ? Ah oui, éviter d'avoir un habitat qui est tout blanc. Ça serait sympa d'avoir une pièce avec des couleurs, avec un peu de... peut-être même de la décoration naturelle. Idéalement, une pièce avec un décor de jungle. Ça serait super. Parce que on voit pas d'animaux, on voit quasiment pas de plantes, juste un peu de salade dans le laboratoire de biologie. Le paysage à l'extérieur, c'est que des roches. Ça serait sympa de voir un peu autre chose, casser un peu la monotonie, surtout que on voit quasiment que les parois du dôme, puisqu'on est toujours à l'intérieur. Ou alors quand on est à l'extérieur, on voit des roches à perte de vue. Voilà, donc ça en gros, ça serait le principal pour l'habitat. Bon, le sport c'est super important, mais bon, ça c'est déjà inclus dans les plannings de mission.
Parce qu'ici, sans le sport, on deviendrait fou, quoi. Toujours en intérieur, on passe la grosse partie de nos journées assis à travailler. Aller courir un peu sur le tapis de course ou faire des tractions, c'est vraiment super, quoi. Alors évidemment, les tractions sur Mars, ça serait un peu trop facile. Maintenant, utiliser des bandes de résistance, c'est super, quoi. Je suis arrivé ici avec des chambres à air et je les utilise comme bande de résistance. Ça marche très bien. Un autre truc qui est bien, c'est la musique. Alors moi, j'étais complètement analphabète en ce qui concerne la musique avant de venir. Donc ici, j'ai commencé à apprendre un petit peu et c'est vraiment super pour se changer les idées, quoi. Et en plus, ça peut être une activité de groupe. Par exemple, je joue un peu avec Christiana qui fait de l'harmonica. Et ouais, c'est super sympa, quoi. C'est cool. À la fin de la mission, alors juste à la sortie, on aura un banquet avec des journalistes. Donc en gros, c'est une espèce de conférence de presse, sauf que c'est à l'extérieur, devant le dôme, au soleil. Et on aura des fruits frais pour la première fois. On aura je ne sais quelle nourriture qu'on n'a pas eu depuis 1 an. Après ça, il y a un hélicoptère qui va passer nous prendre juste devant le dôme pour faire un saut en parachute. Donc en gros, ça symbolise la réentrée dans l'atmosphère, l'atterrissage sur Terre. Après, on a 1 semaine de débriefing à Hawaï. Donc on va rencontrer ou revoir pas mal de chercheurs qui vont nous poser plein de questions, décortiquer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on pense. Après ça, je vais rester encore un peu sur l'île, donc je pense une petite semaine, histoire de passer un peu de temps au soleil, visiter les volcans, profiter d'Hawaï, quoi. Ensuite, je retourne à Paris, pendant, je pense y rester 2 semaines, donc le temps de revoir ma famille, revoir mon frère qui va partir en Australie juste après, voir mes amis, etc. Et ensuite, je repars à Rome, pour terminer mon doctorat, parce que je fais un doctorat qui est co-dirigé par la NASA et l'Agence spatiale italienne. Donc je partage mon temps entre la Californie et l'Italie. Donc je vais retourner à Rome, finir mon doctorat, et j'ai travaillé sur des échantillons qui reviennent de ce qu'on appelle la mission Expose R2, qui est en gros une mission où des micro-organismes ont été exposés à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Donc dedans, mon laboratoire a des échantillons de cyanobactéries. Et je vais les analyser pour voir comment elles ont été affectées par l'espace. Bon bah écoute, à bientôt Florence, au revoir tout le monde. Ciao. Merci à toi Cyprien, vraiment infiniment, et comme je sais que tu m'écoutes, courage, plus que quelques mois puisque la mission se terminera fin août. Oui, je sais qu'ils m'écoutent parce qu'en fait ils ont droit à une Dropbox dans laquelle ils peuvent recevoir des fichiers, et donc je lui mets régulièrement mes vidéos sous forme de fichiers dans la Dropbox, comme ça lui permet d'avoir des petits contenus à regarder. En tout cas, si vous souhaitez suivre Cyprien, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et à aller consulter son blog. Je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo. Et merci Cyprien encore. Non mais n'hésite pas à m'envoyer un petit morceau de ukulélé martien pour le prochain épisode, hein. Je te promets qu'on sera indulgent, mais ça nous ferait trop plaisir. Voilà, je m'avance un peu pour les internautes qui m'écoutent, mais moi en tout cas ça me ferait super plaisir d'avoir un petit morceau de musique de là-bas. Alors à défaut d'être réellement sur Mars, même si ce volcan d'Hawaï s'en rapproche, on peut aller baver devant ce 360 degrés de Dingo Gap par Curiosity. Allez-y, hein, je ne m'en lasse pas, ma productivité baisse à chaque fois que je me souviens qu'on est en 2016 et qu'on peut voir Mars en meilleure définition qu'environ n'importe quoi d'autre. Donc voilà, le soir, pour vous endormir, si vous avez du mal, comptez les grains de sable de cette dune et faites de jolis rêves. Et pour finir, quelques dates, Mars toujours, avec le lancement réussi de la première partie de la mission russo-européenne ExoMars, le 14 mars dernier. L'orbiteur TGO et l'atterrisseur Schiaparelli arriveront à destination en octobre, ça va passer vite, et on attend avec impatience que Schiaparelli se pose sur la planète rouge. Donc, quant à la deuxième partie de la mission, qui comprend une plateforme russe et un rover européen qui cherchera des traces de vie, elle devait partir en 2018, mais elle a été repoussée en 2020, ce qui est classique, hein, dans les missions martiennes, c'est toujours repoussé, Curiosity avait été repoussé, enfin bref. Donc pas d'inquiétude. Côté franco-français, on n'a pas chômé non plus, puisque le satellite Microscope a été lancé le 25 avril, après plusieurs reports, et il est maintenant en orbite, où pendant 2 ans, il va tester le principe d'équivalence. Et ce qu'il y a de génial avec cette expérience, c'est que soit elle valide la théorie de la relativité générale d'Einstein, et c'est historique, soit elle prouve qu'elle est incomplète,
Et c'est historique. Et on a quand même la chance inouïe de vivre à une époque où on aura la réponse à cette question, quoi. C'est dingue, encore une fois, c'est dingue. Donc, à suivre. Et ce qui est cool, c'est que, bon, dans les 2 ans, on aura la réponse. C'est pas comme la question de la vie extraterrestre, on sait pas trop comment on saura. Enfin, quand on saura. Là, dans les 2 ans, on aura les résultats. Et côté CNES encore, il est toujours temps de vous inscrire à l'université d'été Universpace sur les systèmes orbitaux. Vous avez jusqu'au 21 juin pour vous inscrire et ça se déroulera du 27 juin au 8 juillet prochain à Toulouse, là aussi. Et voilà, c'est la fin du 54e épisode de ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. J'ai des tas de choses à vous dire pour la suite, mais d'abord, laissons la parole à Madame la Ministre. Je ne tiens pas non plus à tomber dans un discours qui ferait d'Internet, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la cause de tous les maux. Internet n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est un outil. Et l'un des grands enjeux d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'en servir et de s'en servir pour contribuer justement à la diffusion des savoirs et à la diffusion de la culture scientifique. Et je tiens à ce sujet à saluer Florence Porcel, qui est peut-être encore présente parmi nous, dont la folle histoire de l'univers n'est pas si folle que ça, mais se révèle au contraire rigoureuse et exigeante. Voilà. Non, je pose ça là parce que bon, déjà, ça fait plaisir, hein, je ne vais pas le cacher. Et ensuite parce que, quand elle a demandé si j'étais encore là, je me suis enfoncée dans mon siège comme la bonne grosse autiste que je suis, mais comme dans un dessin animé, je vous jure, hein, j'ai disparu d'un coup. Et le CM du CNES qui était avec moi, hein, pourra vous le confirmer. Et avec ma timidité pathologique, je n'ai donc pas réussi à aller la remercier à la sortie. Alors voilà. Merci à elle et à sa plume, évidemment. Et en plus, à ce moment-là, il y avait Étienne Klein à moins d'1 mètre de moi. Cette soirée n'avait aucun sens. Sinon, si vous voulez me voir en vrai, ce sera possible le dimanche 15 mai prochain aux Intergalactiques de Lyon, où j'interviendrai dans une table ronde sur l'influence de la science-fiction dans la science. Sujet qui va être absolument passionnant. Et c'est moi qui aurai l'honneur de clôturer l'édition 2016 de Pint of Science le 25 mai, toujours à Lyon, pour l'édition de Lyon. Mais attention, là les places sont limitées, il faut s'inscrire. Je vous mets les liens en dessous, comme toujours. Et pour finir, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la chaîne String Theory. Et comme ça fait 2 ans que c'est un projet, je vous assure que ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Alors voilà, c'est la société de production Effervescence qui lance tout ça. Et Effervescence, c'est de la prod 100% télé à la base. Hein. Ils font notamment Tout le monde veut prendre sa place, mais aussi des séries de fiction, des documentaires. Et c'est eux qui font Futur Mag sur Arte, que je vous conseille si vous ne connaissez pas. Ils ont décidé d'ouvrir une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Et voilà, pour le moment, il y a 4 séries. Nosbot de Dr Nozman, qui parle des robots. Chimfizz d'Experiment Boy, avec des expériences de physique-chimie, Sexy de Sandy Lobry et Marine Nugeron qui traite de sexualité, et enfin la mienne, Spatialiste, qui parle du spatial et dont je vous laisse découvrir la bande-annonce. Alors, je sais pas vous, mais moi, je rêve d'aller m'installer sur Mars. Emmett. Comment on fait pipi dans l'espace? Et là, on doit se faire pipi dessus. Quel moment délicieux. Tu vois qu'on peut s'entendre. Elle est pas belle la vie. Et souriez, vous êtes filmés. Les premiers épisodes de chaque série sont déjà en ligne et il y en aura un nouveau chaque semaine, mais un seul, hein, pas un de chaque série. On n'en a pas tourné assez pour le moment de toute façon. Et en ce qui me concerne, je suis absolument ravie de faire partie du projet parce que je peux enfin écrire comme je le souhaite et vous montrer des trucs que j'ai dans la tête depuis des lustres, mais que je ne peux pas réaliser moi-même parce que je suis toute seule. D'ailleurs, allez voir dans la description sous le premier épisode tout le monde qu'il faut pour faire une vidéo. Et ça, c'est pas encore une équipe complète, hein. Donc voilà. Je suis vraiment contente, et en plus, Spatialiste est en partenariat avec le CNES, qui nous prête une salle pour le décor, et c'est juste génial, ce décor il est dingue. D'ailleurs, pour les Parisiens, Parisiennes, vous pouvez l'apercevoir à travers les vitres du siège du CNES, qui se trouve à Châtelet, si ça vous amuse, allez voir. Bon, par contre, vous n'y verrez pas Emmett, hein, c'est pas la peine de coller votre nez à la vitre, il n'y sera pas. Enfin, il y est seulement les jours de tournage. Bref, tout ça pour dire que c'est un projet cool, que c'est bien produit, que tout n'est pas parfait, mais qu'on va s'améliorer au fur et à mesure, bien entendu. On note tous les commentaires que vous faites sous les vidéos. Et on tourne d'autres épisodes bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à tweeter, à partager, tout ça. Je termine en remerciant les tipeurs de leur générosité, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Et d'ailleurs, ce qui m'aiderait vraiment beaucoup, et qui ne coûte rien, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne,
que vous partagiez mes vidéos, que vous en parliez autour de vous et que vous likiez aussi la page Facebook. J'y poste un truc d'actu tous les jours. Voilà, ça m'aiderait énormément. Et si j'ai ralenti le rythme de production ces derniers mois, c'est parce qu'en plus de Spatialiste, je suis sur 2 autres énormes projets géniaux, mais qui me prennent chaque minute de mon temps. Là encore, j'ai trop hâte de vous en parler, mais je vous en parlerai pas avant la rentrée. Même si j'en ai envie, mais voilà, je vais attendre encore un petit peu. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète, et n'oubliez pas de rester le nez en l'air, à ne rien faire.